Après la sortie de Bande de filles en 2014, Céline Sciamma va s'engager dans un nouveau projet. Elle veut quelque chose qui soit différent et notamment se lancer dans un film en costume. C'est un projet dont l'écriture va lui prendre 3 ans, qu'elle va abandonner 2 fois et qui va être particulièrement difficile à mettre en œuvre pour elle, mais auquel elle tient beaucoup et qui, à l'heure actuelle, peut être considéré comme son chef-d'œuvre, à savoir Le portrait de la jeune fille en feu. C'est une cinéaste qui a toujours travaillé la question d'identité féminine, et notamment à travers la jeunesse. On se rappelle des premières amours adolescentes dans Naissance des pieuvres, par exemple, la question de l'identité et de la découverte du genre et l'identité sexuelle dans Tomboy. Et elle avait déplacé ensuite son regard dans La jeunesse des cités avec Bande de filles en 2014. Il s'agit pour elle de proposer un cinéma du féminin, un regard féminin. En tant que lesbienne, Céline Sciamma explique qu'elle a été très tôt absolument bouleversée par le cinéma, mais, dit-elle, j'ai pendant longtemps aimé un cinéma qui ne m'aimait pas. Et elle a dû attendre d'avoir 18 ans pour voir enfin représenter à l'écran un baiser entre femmes, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Et donc il y a un travail chez elle qui est très important aussi d'identité, de réappropriation pour que son regard et sa façon de voir les sentiments soient aussi représentés à l'écran. On remarquera d'ailleurs une véritable continuité dans les prénoms de ces personnages féminins. Marie dans Naissance des pieuvres devient Mariam dans le film Bande de filles en 2014. Nous aurons donc la peintre Marianne dans Le portrait de la jeune fille en feu. Et en 2022, le dernier long métrage en date de Céline Sciamma, la jeune enfant qui est la protagoniste s'appelle Marion. On voit donc une sorte de fil rouge qui permet de relier les films entre eux. La question se pose assez rapidement dans l'écriture pour Céline Sciamma par rapport à la peintre qu'elle va évoquer. Elle a étudié la question et voit émerger certaines figures des peintres femmes du XVIIIe siècle qui auraient été invisibilisées, et il serait envisageable de faire un biopic dans lequel elle montrerait justement ces figures qui n'ont pas exactement traversé l'histoire comme elles les devraient et les remettre en lumière. Mais en réalité, Céline Sciamma a très vite envie de complètement abandonner cette idée d'un biopic héroïque qui justement ne donnerait à voir qu'une seule peintre parmi d'autres. Ce qui l'intéresse, c'est une peintre commune, et comme elle le dit, parler d'une, c'est parler de toutes. Donc sa figure est archétypale, elle résume un petit peu le cheminement et la figure d'une peintre au XVIIIe siècle. En revanche, il est important pour elle de trouver une peintre contemporaine qui puisse réaliser les peintures qui seront vues à l'écran. Donc elle ne veut pas d'imitateur, elle veut une réelle peintre, et elle va faire quelques recherches et trouver notamment sur Instagram une peintre qui a l'âge de son personnage, une trentaine d'années, qui s'appelle Hélène Delmer et qui a une formation classique et qui sait parfaitement peindre à la manière du XVIIIe siècle et qui va donc réaliser tous les tableaux qu'on voit dans le film. Elle sera la doublure main de Marianne, donc chaque fois qu'on voit une réalisation technique, c'est d'elle qu'il s'agit et elle a fait tous les tableaux. Notamment ce fameux tableau qu'on voit de manière assez subreptice dans la première séquence avec donc cette fameuse jeune fille en feu, un tableau qu'elle veut volontairement mettre en arrière-plan et ne pas laisser trop paraître, parce qu'il est important pour elle justement de montrer le rapport qu'entretient Marianne avec ce tableau, à savoir quelque chose d'assez douloureux et qu'elle ne peut pas regarder trop longuement. Pour le casting, Adèle Haenel a toujours été envisagée, le film a été clairement écrit pour elle. Il faut savoir qu'elle a été révélée donc par Céline Sciamma dans Naissance des pieuvres, ça a été vraiment un rôle qui l'a mise en lumière, même si elle avait joué quelques rôles auparavant. Et il y a un travail de collaboration qui se fait. Céline Sciamma et Adèle Haenel ont été en couple pendant un certain moment, mais se sont séparés peu de temps avant le tournage. Elles ont une collaboration artistique qui est très forte, qui évidemment se nourrit de l'histoire qu'elles ont vécue, et en ça on peut faire un parallèle assez intéressant avec un film qu'on avait présenté ici au Ciné Club, et qui est Annie Hall de Woody Allen en 1977, où il y avait la même complicité avec Diane Keaton qui permettait de nourrir leur couple à l'écran, même si ici évidemment Céline Sciamma reste derrière la caméra. Le film est donc pensé pour Adèle Haenel, mais avec un objectif très singulier qui est, du fait d'un film en costume, de renouveler la partition, d'aller explorer un nouveau timbre, quelque chose de complètement nouveau que n'est pas habitué à jouer Adèle Haenel, et c'est un défi qui va particulièrement l'intéresser. Elle va devoir placer sa voix plus haut, travailler aussi une posture qui est celle de la classe sociale, de la noblesse qu'elle incarne, et elle expliquera dans les interviews qu'elle envisage son rôle en 3 temps, et notamment la première étape est celle qu'elle appelle du masque japonais, c'est-à-dire un visage impassible dans lequel elle ne doit faire figurer aucune information, aucune émotion, et qui va progressivement se craqueler avant que le feu ne reprenne ses droits, comme l'annonce évidemment le titre du film. Pour Noémie Merlan, c'est une actrice qui a été castée parmi d'autres et qui a
particulièrement marqué Céline Sciamma lors d'une audition où elle joue le passage où elle va aller faire rentrer le personnage d'Héloïse dans le cadre. Et là, en l'occurrence, lors des castings, Héloïse était jouée par Céline Sciamma. Et c'est un échange qui a parfaitement convaincu la cinéaste qui a décidé de l'engager. Le tournage va se dérouler en Bretagne. En fait, donc Claire Mathon, la directrice de la photographie du film, ne s'attendait pas, et Céline Sciamma non plus, à avoir un tel climat. Comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de scènes très ensoleillées, ce qui n'est pas coutumier de la Bretagne, évidemment. Et elles ont dû faire avec, et c'est quelque chose qui les a beaucoup intéressées, parce que ça implique une certaine réécriture. Et elles ont donc composé avec un climat qui aurait normalement dû être plus nuageux, voire pluvieux. Mais ça a permis aussi de donner une identité qui s'est décidée lors du tournage. Le château dans lequel elles vont tourner est un château qu'elles ont trouvé en l'état et qui n'a pas nécessité d'aménagement particulier. C'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis son époque. En revanche, la difficulté, en termes techniques, était qu'il était totalement interdit, on est dans un site classé, de placer du matériel technique, des projecteurs, des installations électriques. Donc tous les éclairages se faisaient de l'extérieur sur des plateformes et des grues, ce qui a évidemment impliqué des constructions techniques un petit peu savantes. Avec Claire Mathon, Céline Sciamma fait d'emblée un choix assez singulier par rapport aux films d'époque. Elles vont tourner en très haute définition, en 8K en l'occurrence, ce qui va leur permettre d'avoir accès à des détails très précis. Vous remarquerez dans le film le travail qui est fait sur les textures. On a des sources lumineuses qui sont assez importantes et on travaille les textures, que ce soit celles de la toile, des pigments qui sont utilisés et même dans les costumes des personnages. Il y a un grand travail qui est fait sur l'aspect rêche, le lin que peuvent porter par exemple Sophie ou Marianne, qui évidemment n'appartiennent pas à la même classe sociale qu'Héloïse, et un travail aussi pour aller capter les différentes teintes des visages. Elle lui dit à un moment, vous avez un très beau teint aujourd'hui, et cette très haute définition va permettre de le restituer. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu paradoxal et qui fait que le film peut aussi étonner dans son esthétique même. On a une référence que Céline Sciamma a évoquée, qui est celle de Barry Lyndon, le film pictural par excellence entièrement éclairé à la bougie et au feu de bois, avec cette tonalité extrêmement orange, mais on a un grain argentique que pour le coup, Céline Sciamma ne veut absolument pas convoquer. C'est-à-dire qu'elle brandit et elle assume totalement le caractère contemporain de son film, et on a une cohabitation entre le film en costume, ce rapport à la peinture, à une technique ancienne de l'histoire de l'art, et le traitement de très haute définition qui va permettre un regard neuf. Cette haute définition sera d'ailleurs l'un des motifs du rejet d'une petite part de la critique lors de la présentation du film au Festival de Cannes. Il est sélectionné en compétition officielle en 2019 et un certain nombre de critiques vont être un peu rebutés par cet aspect corseté, un peu froid, justement cette haute définition qui tranche avec le regard coutumier qu'on peut avoir sur ce type de sujet. Mais d'une manière générale, le film va quand même être très bien accueilli et proposer un véritable renouveau dans le film d'amour, le grand film romantique. Et le film va d'ailleurs obtenir le prix du scénario lors du palmarès du Festival de Cannes. Il aura en outre une dizaine de nominations au César, donc ça va être un véritable plébiscite. Il n'en obtiendra qu'un, celui du César de la meilleure photographie pour Claire Mathon, justement. Ce film, qui est donc évidemment représentatif du travail des femmes, avec une réalisatrice qui elle-même est scénariste, une chef opératrice et une costumière, des actrices et aucun rôle masculin important, va aussi faire parler de lui dans une cérémonie des Césars qui restera dans les mémoires, la cérémonie des Césars en 2020, où Adèle Haenel va réagir lorsque Roman Polanski obtiendra le César du meilleur réalisateur et se lèvera. Et elle quittera la salle, suivie par une partie de l'équipe d'ailleurs du film. C'est un moment charnière dans sa carrière, puisqu'elle avait entre-temps tourné un autre film qui sort peu de temps après, mais en fait, elle quitte le cinéma après ça, notamment pour contester le patriarcat qui y règne. Elle préfère se consacrer au théâtre, qui correspond davantage à son militantisme, qui est encore aujourd'hui très actif, mais à ce jour, elle n'est plus jamais reparue sur les grands écrans. La première approche qu'on va proposer sur ce regard de l'art au XVIIIe siècle va être du côté de la contrainte. On a toute une série d'indices qui nous montrent effectivement un personnage qui va devoir composer avec un cadre qui en permanence va aller contraindre sa liberté. Le personnage de Marianne, d'abord, ne peut apparemment être peintre que parce que son père l'a été. On remarquera d'ailleurs à la fin qu'elle a signé sous le nom de son père pour pouvoir exposer son tableau d'Orphée. Et elle est celle qui va pratiquer un art qui, a priori, n'est pas fait pour elle. Elle explique aussi d'ailleurs
qu'elle n'a pas accès aux modèles masculins pour pouvoir les peindre, et que là aussi, elle a dû tricher, composer avec quelques tolérances par rapport à ça. C'est pas innocent d'ailleurs qu'à la fin, sur le tableau d'Orphée, on voit l'anatomie masculine qui se devine derrière la tunique d'Orphée, parce qu'il y a cette idée aussi justement d'une revendication de la part de Marianne par rapport à ça. L'objet même du tableau, ce fameux portrait, est en réalité une réification de la femme, puisqu'il s'agit d'une sorte d'instrument qui va permettre de faire la publicité de ce qu'est la femme pour arranger à distance un mariage. C'est ce qu'a très bien compris la sœur d'Héloïse, qui est allée jusqu'à un potentiel suicide pour éviter ce mariage arrangé et qui a refusé le portrait. Et Héloïse elle-même, on voit ce visage escamoté, le peintre précédent n'a pas réussi à la peindre, on se refuse à rentrer à l'intérieur de ce cadre, et la mère d'Héloïse elle-même le dit à Marianne lorsqu'elle voit ce grand tableau, les plans insistent beaucoup sur la hauteur de ce tableau, elle est pendue au mur, on associe vraiment cet objet inerte à une véritable morbidité et l'emprisonnement des femmes. Donc cette idée-là de la contrainte va aussi devenir un ressort dramatique très fort, puisque toute la première partie du film va nous mettre en place une sorte de comédie des faux-semblants. Vous avez donc Marianne qui est contrainte de jouer le rôle de la dame de compagnie et qui va de ce fait devoir créer dans la clandestinité, et de l'autre côté, vous allez avoir le modèle qui ne cesse de se dérober, qui court, qui veut fuir d'une certaine façon. Et on a un certain nombre de passages où on voit Héloïse qui dessine dans le secret et essaye de ne pas être vue en train de regarder son modèle pour pouvoir la peindre. Donc c'est quelque chose qui va là aussi nourrir une véritable tension dans la dramaturgie du film. Un autre passage illustre parfaitement cette idée lorsqu'elle a les mains tachées de peinture et qu'elle doit les dérober à la vue d'Héloïse au moment où elle débarque dans son atelier. Donc on travaille évidemment cette idée de tirer les rideaux, aménager, enlever rapidement la robe lorsqu'elle arrive. Donc il y a tout un jeu ici qui se met en place, mais qui là aussi est une sorte de fausse piste parce qu'en réalité, le véritable propos du film sera dans l'abolition assez rapide de ce mensonge pour aboutir à une école du regard. Cette évolution du regard passe par une série d'épreuves, d'une certaine façon, que va devoir subir Marianne pour pouvoir aboutir au réel portrait officiel d'Héloïse. On le voit dans un premier temps, quand elle écrit de façon clandestine, à plusieurs reprises, elle ferme les yeux pour se souvenir, puisqu'elle a un défi que n'a pas généralement le peintre officiel, qui est de devoir créer le modèle de mémoire. On retrouve ce motif dans le parcours que fait cette fameuse robe verte, celle du portrait officiel, qui au départ est représentée dans un tableau qui est sans tête, qu'on pense ensuite un moment par une fausse piste dans le cadrage être portée par un modèle alors qu'en réalité elle est portée à bout de bras par Sophie, et ensuite elle va cheminer à travers les trois personnages principaux du film. D'abord Marianne elle-même qui va tenter de se regarder pour travailler la posture, ensuite Sophie qui fait office de modèle de fortune, et enfin Héloïse, mais seulement au bout d'1 heure de film, et on voit là aussi une sorte de désir d'arriver enfin à cette posture officielle qu'elle seule en réalité peut décider. Le travail du regard fonctionne aussi par la manière dont techniquement Céline Sciamma va évoquer cette question-là. On le voit, c'est quelque chose de très important. Dès l'ouverture du film, on a ces élèves qui sont en train de regarder leur modèle et on regarde, nous, leur regard, leurs yeux, se diriger vers le haut et vers la toile de manière assez continue. Et en cela, on a la citation d'un film qui plaît beaucoup à Céline Sciamma et qui est souvent assez apprécié aussi dans la critique féministe, qui est Titanic de James Cameron, dans laquelle vous avez cette fameuse scène où le personnage de Jack, joué par DiCaprio, fait un dessin, il dessine Rose, qui est nue, offerte à lui dans un moment extrêmement intime. Une scène qu'on qualifie souvent comme exemplaire de ce qu'on appelle le female gaze, c'est-à-dire le regard féminin qui trancherait avec la manière dont le regard masculin, le male gaze, qui a été en vigueur pendant quasiment un siècle de cinéma, aurait tendance à objectiver les femmes. The last thing I need is another picture of me looking like a porcelain doll. Ici, justement, chez Cameron, il n'y a pas cette idée-là, sans doute nourrie par le fait qu'il est lui-même dessinateur et que les croquis qui sont faits par le personnage de Jack sont en réalité dessinés par James Cameron lui-même. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans le film et qu'on retrouve aussi à travers une autre citation, alors qui va un peu plus avant dans le temps que pour James Cameron. Il s'agit de Bergman, puisque les premières promenades où Marianne va suivre Héloïse, elle va bien entendu la regarder avec un regard un petit peu particulier, qui est celui de l'experte, la peintre, qui veut pouvoir se souvenir de ses traits pour pouvoir les recomposer lorsqu'elle se retrouvera seule dans son atelier le soir.
Et Héloïse comprend la nature de ces regards. En réalité, elle ne les comprend pas, mais elle comprend qu'un regard particulier est posé sur elle. C'est pour ça qu'elle dira. C'était donc ça vos regards. Elle les interprète comme quelque chose qui serait désirant, et ça va la bouleverser. Mais vous avez ce très beau plan sur la falaise où on voit un profil qui en cache un autre, et lorsque Marianne la regarde, on voit ensuite le très beau retournement de Héloïse qui se rend compte qu'elle est regardée. Et ce qui est très intéressant dans tout ce parcours du regard à travers le film, c'est de montrer que nous savons que Marianne doit regarder Héloïse, mais très rapidement, Héloïse regarde de manière extrêmement intense Marianne en train de la regarder. Ce qui va évidemment profondément troubler Marianne. Et cette évolution du regard va se faire aussi dans une complicité progressive. Marianne va décider de révéler la vérité à Héloïse, et lorsqu'elle l'apprend, elle va décider de se baigner. Et au moment où elle est expliquée ne pas savoir si elle savait nager ou pas, après être sortie de l'eau, elle ne sait toujours pas. Et elle demande à Héloïse si elle pense qu'elle sait, dans la mesure où elle l'a vue. Alors, vous savez nager? Je sais toujours pas si je sais. Vous m'avez vu? Héloïse dit clairement à Marianne qu'elle existe par son regard et qu'elle pourrait lui dire si elle sait nager ou pas. Et ça va induire une véritable émancipation de la part d'Héloïse. Parce qu'à partir du moment où elle apprend la vérité, elle va rétablir ce qui était de l'ordre d'une hiérarchie entre les deux. Réaction très étonnante, lorsqu'elle voit son portrait, elle va être critique, elle va estimer qu'il n'est pas à la hauteur, tout simplement parce qu'elle exige une vérité qui irait au-delà de la technique. Et le regard, à ce moment-là, est en train d'évoluer. Ce qui fait que, de rage, mais aussi de trouble, Marianne va effacer son tableau et va être évidemment menacée d'être congédiée. L'occasion pour Héloïse de reprendre encore plus le pouvoir, puisqu'elle dit accepter de poser. À ce moment-là, sa mère pense avoir une victoire. Elle lui dit d'ailleurs, c'est moi qui décide, dans 5 jours je reviens et tout sera fait. Elle pense avoir repris le contrôle, alors qu'en réalité, elle offre à ces deux femmes une parenthèse enchantée dans laquelle elles vont pouvoir se regarder l'une et l'autre. Et à partir de là, on va avoir tout un travail de la mise en scène qui va montrer la façon dont ce regard évolue. Le cadre dans le portrait de la jeune fille en feu est extrêmement important. On insiste beaucoup pour montrer les places respectives qu'occupent Marianne et Héloïse, et toujours à proportion égale. La quasi-totalité des plans sont à proportion égale. Et au champ contre champ extrêmement traditionnel de celle qui regarde et celle qui est vue, va succéder une série de petites nuances qui vont évidemment progressivement aboutir à une égalité dans le plan. Des intrusions, l'une arrive dans la zone de l'autre, pour notamment lui donner des indications, puis on aura évidemment le mouvement inverse qui sera aussi proposé, jusqu'à un panoramique qui nous permet un glissement de l'une à l'autre et montrer à quel point les liens sont en train de se tisser, et on abolit la séparation que le montage en champ contre champ prenait au départ. Et dans cette égalité de regard, il faut bien évidemment aussi comprendre une notion très importante chez les théoriciennes féministes, qui est la façon dont elles ont remis en question le concept de muse. La muse, qui est un concept éminemment masculin, consiste à considérer une femme comme très importante et qui inspirerait le poète ou le peintre, mais qui en réalité, de ce fait même, serait totalement objectifiée par lui. La muse est passive, elle se contente d'être belle ou d'être qui elle est, et ça va donner des idées au créateur qui va faire d'elle une matière première, mais qui sera ensuite signée de son nom. Et évidemment, il s'agit de remettre en balance ce déséquilibre-là. Lorsqu'Héloïse dit « Mais nous sommes à la même place. Exactement à la même place. » il y a toute cette réflexion-là qui est à mettre en abîme par rapport à la relation qu'ont Adèle Haenel et Céline Sciamma. Il n'y a pas de muse, il n'y a que des collaboratrices. Voilà ce que dit Céline Sciamma. Regardez. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Et effectivement, elles collaborent ensemble de la même manière que Marianne et Héloïse vont collaborer et vont avoir un regard égalitaire. Et puis c'est un sentiment doux à vivre, l'égalité. Cette égalité est d'autant plus forte que l'inversion de regard que propose Héloïse à Marianne a en réalité déjà été pratiquée à plusieurs reprises par Céline Sciamma sur ce même personnage. N'oublions pas que dès le premier plan, Marianne, en position de professeur, apparaît avant tout comme un modèle face aux élèves.
De la même manière, son arrivée au château lorsqu'elle se sèche devant la cheminée fait d'elle un très beau nu offert au regard de la cinéaste. Ce départ de la mer va donc permettre une sorte d'utopie de sororité dans un monde exclusivement de femmes où les hommes seraient mis hors cadre. C'est pas pour rien que le récit se passe sur une île, on insiste pas mal au départ sur l'accès à l'île par Marianne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'épure de ce film vient aussi du fait du manque d'informations. Il faut avoir lu un résumé ou un petit pitch pour savoir que le film se passe en 1770 en Bretagne. En réalité, rien ne l'indique à l'écran. Il y a quelque chose qui, là aussi, vous donne à voir un monde qui serait un monde presque fictif dans lequel les femmes vont pouvoir évoluer entre elles et à part égale. Ces femmes sont des femmes fortes. Marianne, dès le départ, on le voit, se caractérise comme étant douée d'initiative. La première scène la voit sauter à l'eau pour aller récupérer son matériel, elle n'a pas besoin des hommes pour s'en sortir, donc c'est quelque chose qui va lui donner une certaine force de caractère, et tous ces gestes du quotidien montrent encore une femme indépendante. La manière dont elle fume la pipe, par exemple, le fait qu'elle se serve elle-même de la nourriture sans attendre que Sophie lui en propose, elle boit du vin, elle boit de la bière, elle a un comportement qui montre qu'elle sait vivre par elle-même. Autre petit détail, mais très important, elle a des poches dans sa robe et Céline Sciamma a beaucoup insisté pour que la costumière lui propose ce costume-là parce qu'elle veut montrer justement une époque où les poches sont encore là parce qu'au XIXe siècle, elles seront retirées aux femmes des robes pour ne pas leur permettre d'avoir la possibilité de garder des choses qui leur appartiendraient et les rendre encore plus dépendantes des hommes. Donc tous ces petits éléments contribuent à montrer des personnages qui sont des personnages féminins forts, et Héloïse, quand bien même elle serait dans sa prison dorée, elle ignorerait beaucoup de choses, montre très vite aussi une indépendance d'esprit, à travers la manière dont elle va courir, bien entendu, vers cette falaise, mais aussi la façon dont elle est très lucide par rapport au caractère un peu atypique des regards qu'a Marianne sur elle, et enfin, une sorte d'écho très intéressant parce que le fait qu'elle se baigne au moment où lui révèle la vérité va montrer un plan qui nous rappelle beaucoup Marianne au départ dans ses habits transit froid et qui montre aussi toutes les deux qu'elles n'ont pas peur de se jeter à l'eau au sens propre comme au sens figuré. Et cette complicité entre les deux personnages principaux va s'étendre avec Sophie. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de complicité et de l'histoire d'amour, on va avoir un travail sur la question de la sororité. On va abolir la question des classes sociales, puisque Sophie, la domestique, est traitée vraiment à égal avec les autres. Elle est à leur service, mais elles vont aussi l'aider dans ses propres démarches à elle. On le voit à travers tout ce qui se passe, évidemment, dans la question de l'avortement. Mais il y a aussi une complicité du jeu. On le voit dans la scène des jeux de cartes, où la mise en scène travaille beaucoup cette question de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on traite sur un même plan, dans un même travelling, dans un même panoramique, les jeunes femmes qui sont à égalité. La sororité, c'est aussi évidemment Céline Sciamma qui, en tant que femme, va mettre sur le devant de la scène des thématiques qui généralement sont reléguées, voire sont totalement ignorées. La mention des règles, par exemple, qui permettra d'aborder la question ensuite de la grossesse non désirée, et aussi une autre complicité assez intéressante, même si elle est très épisodique, c'est la relation que peut avoir à un moment donné Marianne avec la mère, puisqu'elle la fait rire et qu'elles ont un moment de complicité. Et la mère dit « ça faisait longtemps que je n'avais pas ri, cela me fait du bien » et c'est seulement au contact d'une femme autre que l'endroit dans lequel elle vit qu'elle pourrait l'obtenir. Et cette idée d'entraide se retrouve dans pas mal de motifs. C'est la raison pour laquelle ensuite Marianne va serrer dans ses bras la mère d'Héloïse à la fin, parce qu'elle ne peut pas vraiment le faire avec Héloïse. Et l'idée de se donner la main va être un motif assez récurrent dans le film, et il va notamment assurer cette très belle transition. Lorsqu'Héloïse tombe au sol avec la robe en feu, on lui donne la main, et c'est ce raccord qui permet le raccord à la scène suivante, lorsqu'elles sont ensemble sur la falaise. C'est un motif évidemment récurrent. Au-delà du trio, cette question de la sororité va se retrouver aussi dans ce moment absolument charnière du film, qui est le cœur des femmes. Ces femmes du peuple qu'on va voir et qui semblent évoluer un petit peu comme une société secrète à l'abri du regard des hommes, qui sont relégués hors cadre, et dans laquelle les femmes échangent, les femmes chantent, les femmes sont au coin du feu, et surtout, elles échangent aussi des recettes qui vont leur permettre l'entraide, des remèdes médicaux par exemple. Et évidemment, c'est le regard que les hommes pourraient avoir sur celles qu'ils qualifieraient de sorcières parce qu'elles détiennent un savoir que eux ne maîtrisent pas et qui va leur faire peur.
Ce moment de chant entre les femmes est peut-être l'apogée de cette question de la sororité, avec un moment extrêmement fort, puisque la musique dans le film, c'est très important, est exclusivement in, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît à l'écran que lorsqu'elle est réellement jouée par les protagonistes au sein de la fiction. On n'a pas ces nappes musicales qui vont permettre d'accompagner et de donner des ambiances. Donc elle est rare, et quand elle est là, elle va avoir un impact très fort. Et dans ce chant latin, qui est un chant extrêmement puissant, qui a été composé par Parawan, qui est un ami et un collaborateur de longue date, qui a fait la musique de tous les films de Céline Sciamma, on entend une phrase récurrente, fugere non possum, qui en latin signifie « je ne peux pas fuir ». Et une relecture, une retraduction d'une phrase attribuée à Nietzsche qui dit « plus nous nous élevons, plus nous semblons petits à ceux qui ne savent pas voler ». Très belle phrase qui évidemment résume parfaitement l'idée de l'invisibilité des femmes puissantes qui paraissent effrayantes par rapport aux hommes qui resteraient au sol. L'autre élément important dans cette thématique du féminisme va se retrouver dans cette scène assez audacieuse. Eh bien, on entend la phrase récurrente, l'avortement présenté comme une forme de nativité, avec un jeu sur une grande ambivalence entre le fait évidemment d'empêcher une grossesse et d'avoir conscience de ce qu'est un enfant, et tout ce travail d'une solidarité et de femmes entre elles qui cèdent. Cette représentation de l'avortement à l'écran, elle est rare, hein. C'est un sujet qui d'ailleurs a été beaucoup plus abordé depuis, puisqu'on le retrouve dans certains films. Vous allez avoir quelques années après donc, Le portrait de la jeune fille en feu, l'événement de Audrey Diwan, qui est une adaptation d'Annie Ernaux et qui évoque de manière frontale la question de l'avortement dans les années 60, et un peu plus récemment encore, le film de Blandine Lenoir, Annie Colère, qui évoque aussi tous ces groupes de femmes qui aidaient les avortements clandestins pour les réaliser en collaboration avec des médecins dans les conditions les moins dangereuses possibles pour les femmes, juste avant que l'avortement ne soit légalisé. Donc c'est un thème qui a essaimé, qui est devenu assez important ces derniers temps, et dont Céline Sciamma a donné une forme d'impulsion à travers notamment ce film, même si c'est évidemment pas la première à l'avoir évoqué. Cette utopie va avoir une telle force qu'elle va finir par faire oublier le hors-cadre, d'où la force assez terrible et tragique de ce travelling lorsque Marianne descend et qu'elle se rend compte qu'un homme est à la table, un homme dont l'unique mot sera un bonjour, mais qui va avoir un impact dévastateur pour montrer que les hommes sont toujours là, ils étaient juste à côté et prêts à reprendre leurs droits et évidemment leur domination. Cette utopie va aussi permettre une émancipation des femmes sur le plan intellectuel. C'est un thème qui intéresse éminemment Céline Sciamma, qui explique qu'elle ne voulait absolument pas faire un film sur un coup de foudre. C'était elle, c'était lui, et une évidence de l'amour. Au contraire, ce qui l'intéresse dans ce processus, et ce qui explique aussi justement cette évolution du regard vers un regard égalitaire, c'est l'idée que les femmes doivent s'entretenir, s'enrichir, passer par des phases de négociation et aboutir à une forme d'admiration l'une de l'autre pour que le sentiment amoureux puisse se consolider. D'où l'idée d'un travail assez littéraire, et notamment dans les dialogues. Ça fait partie des choses qui justement ont pu être reprochées au film. On s'attend à un film flamboyant en feu, et c'est vrai qu'en réalité on a des dialogues qui sont extrêmement écrits, une permanence de ce vouvoiement et un raffinement qu'affectionne véritablement Céline Sciamma et qu'elle revendique. Cette littérarité dans les dialogues se retrouve aussi dans l'approche même de la littérature, puisque vous avez ce fameux débat sur Orphée, qui là aussi, vous l'avez remarqué, convoque les trois femmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement les intellectuels lettrés, Sophie elle-même, en écoutant l'histoire, quand bien même on peut imaginer qu'elle ne sache pas lire, elle a son mot à dire là-dessus. Et vous avez une relecture féministe qui est très intéressante parce qu'elle montre des femmes qui ne se contentent pas d'écouter des histoires pour se divertir, elles réagissent, elles interagissent et elles contestent en réalité la décision de l'homme en se demandant justement quelle est la place d'Eurydice par rapport à ce choix. Marianne, en tant qu'artiste, montre que Orphée aurait fait le choix du poète pour favoriser le souvenir, un élément sur lequel on reviendra par la suite, mais il y a aussi Héloïse qui dit que peut-être qu'elle a choisi, qu'elle lui a demandé, elle, de se retourner. Donc on travaille aussi cette notion très importante que l'art favorise le développement de l'esprit critique. Et d'ailleurs, tout le récit du rapport d'Héloïse à l'art est un récit initiatique. Marianne, quand elle arrive, est celle qui, à de très nombreuses reprises, dévoile. Elle enlève des draps. Du clavecin, par exemple, à 2 reprises, d'abord seule, puis elle va dévoiler progressivement des éléments. Et le rapport qu'elle va avoir à Marianne est celui d'une initiatrice. Elle va lui apprendre la musique,
Et ensuite, évidemment, elle va très vite ne plus savoir quoi lui dire, puisque quand elle lui dit « vous avez connu l'amour », en fait, elle lui dit « vous avez connu l'amour » exactement comme elle lui aurait demandé. D'abord, elle lui avait emprunté un livre, puis elle lui parle de la musique. Vous avez toujours cette question-là, qui est celle d'un rapport à l'émotion de la part d'Héloïse, qui passe par les arts. Enfermée dans son château très froid, elle ne peut connaître de la réelle vie émotionnelle que ce que les arts pourront lui proposer. Quitte à aller écouter la musique des morts, seule à laquelle elle a accès pour le moment dans les messes, mais en tout cas, elle sait que quelque chose l'appelle et l'élève à travers son rapport à l'art. Et ces dévoilements successifs vont lui permettre, bien entendu, de véritablement s'ouvrir et s'épanouir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle est sollicitée dans son regard sur l'art, elle va critiquer le portrait qu'a fait d'elle Marianne. Parce que c'est un portrait qui la réifie, qui en fait un pur objet, et qu'elle veut être autre chose, et conduire Marianne elle-même à s'émanciper dans son rapport à l'art, qui ne serait plus un art seulement fonctionnel du portrait pour un mariage arrangé, mais un art dans lequel elle mettrait d'elle-même. Vous me voyez comme ça? Il ne s'agit pas que de moi. Comment ça, il ne s'agit pas que de vous? D'où, et c'est très beau aussi, cette émancipation qui va conduire à une véritable querelle intellectuelle entre les deux. Je ne vous savais pas critique d'art. Je ne vous savais pas peintre. Vous avez ici deux femmes qui exigent deux choses. L'une qui dit « je ne suis pas critique d'art parce qu'en réalité, je veux que vous regardiez au-delà de la simple technique » et l'autre « je ne vous savais pas peindre, vous ne m'avez pas dit que vous me regardiez en tant que peintre et j'exige de vous que vous me regardiez en tant que femme ». Ce parcours n'est pas qu'intellectuel, il est aussi un parcours de femme désirante et qui va fonctionner sur le principe de la combustion lente. Très clairement, le film va travailler la fragmentation, on l'a déjà vu dans l'évolution du regard, mais c'est aussi dans l'évolution de la révélation du personnage d'Héloïse elle-même, qui apparaît au départ comme un corps sans tête, puis comme un corps fragmenté, et la première apparition, elle est de dos, elle est poursuivie, on voit la capuche qui progressivement tombe, et son visage qui enfin se retourne de manière extrêmement vigoureuse et dynamique. Il s'agit d'une sorte de révélation dont on a différé le plus possible la mise à l'écran. Céline Sciamma sait qu'elle travaille aussi avec un personnage qui est connu du public et elle veut renouveler cette découverte du visage d'Adèle Haenel en Héloïse. Raison aussi pour laquelle il y aura ce motif du masque, puisque ces masques qui protègent du vent vont permettre une scène dans laquelle il y aura un très beau jeu érotique sur le baiser et sur cette question du consentement, avec l'idée de se déshabiller d'abord le visage avant d'aboutir à ce premier baiser entre elles deux. On remarquera d'ailleurs qu'à partir du moment où le tableau est une pose officielle et que l'amour est déclaré entre les deux femmes, Marianne va reprendre un portrait clandestin. Elle va faire un croquis d'Héloïse en train de dormir et lorsqu'Héloïse se réveille, elle s'offre à elle avec une véritable complicité. Donc on voit aussi cette évolution du regard entre elles qui passe par quelque chose qui est de l'ordre de l'offrande à l'autre. Et tout le motif du feu, le portrait de la jeune fille en feu, va évidemment aussi se conduire dans la manière dont il va évoluer entre elles deux. Le moment où elle lui présente la musique, on a la cheminée derrière qui montre les flammes qui sont entre elles encore en arrière-plan, et progressivement, on a d'abord les scènes solitaires de Marianne, qui lorsqu'elle essaye de restituer l'image et qu'elle voit un trouble grandissant par rapport au souvenir que marque en elle Héloïse, le feu est de plus en plus présent sur sa peau, les lueurs orangées. Et c'est un feu qui va évidemment prendre une ampleur de plus en plus grande. Le fait qu'elle transmette justement la pipe, qu'elle allume, les bougies, la cheminée, tous ces motifs-là qui vont les réunir progressivement, notamment dans ce plan où elles sont là toutes les trois. Et enfin, la jeune fille en feu, ce fameux tableau, cette robe qui prend feu, parce que le véritable moment où on a un chant contre chant qui n'est pas celui de celle qui pose et celle qui peint, c'est au moment du cœur des femmes où elles ont ce feu, ce brasier entre elles. Il y a un regard frontal, il y a un sourire qui est un sourire d'une complicité et d'un moment d'euphorie et d'osmose absolue. Et donc ce trajet du feu va aller très loin, sachant qu'en plus, le feu est passé par le moment où, lorsque Marianne traque les traces de ce qui a été fait par le prédécesseur, elle approche la bougie de ce portrait qui va brûler comme par hasard au niveau du cœur et qu'elle va finir par envoyer à la cheminée pour pouvoir laisser sa propre marque et ne pas avoir la trace de l'homme précédent qui avait essayé de faire le portrait d'Héloïse. Parce que dans cette question de la sensualité, l'égalité du regard se fait aussi évidemment par la question du trouble.
On le voit à un moment très particulier, certains regards caméra que propose Héloïse d'ailleurs, et qui viennent troubler le spectateur lui-même, mais aussi le moment où elle dit à Marianne qu'elle lui a manqué, et vous avez ici un élément qui est unique dans le film, qui est ce qu'on appelle une balance de points, c'est-à-dire que la mise au point qui était à l'arrière-plan sur Héloïse va se faire sur le premier plan sur Marianne, qui montre à quel point elle est profondément bouleversée par ce que vient de lui dire, avec une franchise très étonnante, Héloïse. En contrepoint de cet érotisme qui reste assez discret mais qui néanmoins a une véritable importance dans le film, on peut aussi évoquer le fait que Le Portrait de la jeune fille en feu est un film éminemment romantique au sens historique du terme, notamment dans le rapport qu'il entretient avec la nature. La nature est très présente dans le film, même si elle ne l'est qu'à des moments parcimonieux, mais elle est présente notamment par tout le travail sur la bande sonore. À de nombreuses reprises, on entend le feu crépiter, la pluie à l'arrière de la vitre lorsqu'elle la peint. Donc il y a quelque chose qui frémit en permanence, un monde souterrain à l'extérieur qui les appelle et qui semble chanter toutes les émotions contenues dans un premier temps des deux protagonistes. C'est aussi là une autre citation de la part de Céline Sciamma qui explique bien que l'arrivée sur la plage initiale, sur cette falaise, est une citation assez explicite de la leçon de piano de Jane Campion, qui a été projetée au Ciné-Club il y a de nombreuses années, et jusqu'en 2020, c'était la seule Palme d'Or attribuée à une femme, et qui travaillait aussi ce rapport évidemment entre la nature et la femme, sachant qu'en plus, dans la leçon de piano, elle se jette aussi à l'eau pour récupérer son piano, exactement comme la peintre se jette pour récupérer ses toiles. On propose aussi tout cet écho-là. L'île, c'est l'endroit clos, mais c'est aussi un endroit qui peut être vu comme une prison. À deux reprises, on voit Héloïse aller au bout du monde connu. Lorsqu'on lui révèle la vérité, c'est le moment où elle décide de se baigner. Et lorsqu'on lui apprend que sa mère est de retour, elle a couru vers les vagues, dans un plan qui là, pour le coup, est d'un lyrisme extrême, très à l'ancienne, très beau, et qui va convoquer tous les clichés du romantisme et de cette notion du paysage intérieur, à savoir que les éléments prennent en charge les sentiments intérieurs que vivent les personnages. Cette scène de pleurs et d'échanges extrêmement poignants entre les deux femmes, avec les vagues déchaînées derrière, on est dans quelque chose qui convoque vraiment les invariants du romantisme, mais on remarquera, et c'est aussi important, que ce romantisme est toujours limité pour ne pas verser dans la mièvrerie. L'épure dont on a beaucoup parlé du film, l'austérité, le fait que la musique soit in et qu'on n'ait pas justement les violons qui ressortent chaque fois qu'elle se jette un regard, va contribuer à ça. De la même façon, la nature n'est montrée que lorsqu'elles y sont présentes. Donc il y a une véritable réflexion de la part de Céline Sciamma pour que les thématiques romantiques restent à l'échelle de ces personnages et ne versent jamais dans une hyperbole ou dans une hypertrophie. Le motif du romantisme, d'ailleurs, on pourra aussi le trouver dans la représentation du temps qui passe, à travers ce motif des fleurs qui sont en train de faner et qui est en train de broder Sophie. On les voit à deux occurrences, d'abord toutes fraîches et puis ensuite fanées. Donc évidemment, l'idée de ce pourrissement est l'idée d'un temps qui passe et de fleurs qui fanent et de ce moment parfait qui est voué à s'achever. Et dans un autre motif qui est celui du fantastique. Parce qu'on a un certain nombre, et ça, la lueur de la bougie, la descente des escaliers, ces scènes nocturnes où Marianne est seule dans ce château extrêmement sombre, eh bien, renvoient aussi à ces motifs fantastiques qui vont être, bien entendu, évoqués à deux moments de manière un peu plus explicite. Les fameuses apparitions d'Héloïse, lorsqu'on la voit dans cette robe blanche qui en fait annonce en réalité le début, puisque toute histoire d'amour est marquée par sa fin. Il y a quelque chose évidemment qui rend cet amour aussi intense parce qu'on peut penser au fait qu'il est voué un jour à s'achever. Cette apparition-là va hanter Marianne, et c'est un fantôme anticipé de la fin de cette relation. Et vous avez aussi les yeux noirs lorsqu'elles font cet essai d'une espèce de drogue qui montre un regard qui va sublimer le réel et le voir d'une autre façon. Les femmes ont beau être des archétypes romantiques, elles sont aussi, on l'a vu, intellectuellement dans un processus d'émancipation, mais son apogée va être celui de faire d'elles des créatrices. Et c'est là aussi que le film va se diriger vers une réflexion sur les vertus de l'art et ce qu'elles peuvent apporter aux individus.
Dès le départ, le film est une toile blanche. Le premier plan, c'est cette toile blanche sur laquelle on va proposer des esquisses qui vont se mettre en place et qui vont montrer le travail, l'austérité. C'est des choses qui ont été assez importantes dans le film puisque Céline Sciamma a filmé pendant des longs plans séquences tout ce que permettait la 8K, à savoir 35 minutes, de plans séquences de Hélène Delmer en train de peindre. Et elle a pris plusieurs étapes et elle voulait que ce soit restitué en temps réel et elle l'intègre assez souvent dans le film pour montrer justement les différents aplats, les différentes techniques, le fait de d'abord mettre du fond, etc. et toutes les différentes étapes. Et cet élément-là va conduire aussi le film sur le fait que les femmes vont devenir des créatrices qui vont, de ce fait-là, dépasser leur simple condition de figurante. La musique dans le film, évidemment, va suivre cette gradation-là, on l'a déjà évoqué, le fait qu'on ait d'abord ce clavecin qui aboutisse à quelque chose qui n'est pas véritablement terminé, mais qui laisse supposer une musique qui pourrait aller au-delà, le chant des femmes, qui va être un moment très fort, et bien entendu, ce moment final qui va être une explosion cathartique de sentiments. Mais découvrir le sentiment amoureux, c'est devenir créateur. Elles ont un regard d'élu. Elles savent quelque chose de plus. C'est exactement ça que l'a initié Héloïse, puisqu'Héloïse a demandé davantage de la part de Marianne quand elle a contesté le premier portrait. Et c'est aussi ce qui va se passer dans le fait qu'elles vont avoir le sentiment de trouver des choses nouvelles. C'est une phrase que lui dit un moment Héloïse. Vous pensez que tous les amants ont le sentiment d'inventer quelque chose? Je sais les gestes. J'ai tout imaginé en vous attendant. Vous avez rêvé de moi? Non. J'ai pensé à vous. L'euphorie de la découverte de l'amour, c'est d'avoir le sentiment d'inventer quelque chose que personne n'aurait connu avant. D'où le fait que l'émancipation d'Héloïse passe aussi par le fait qu'elle devienne une créatrice. C'est elle qui veut qu'on regarde l'avortement. Regardez. C'est elle qui va disposer la pièce pour mettre en place la représentation de l'avortement. Et en cela, on a un écho très net entre la première scène où Marianne était en train de disposer son atelier et ensuite Héloïse elle-même bouge le matelas et met en scène l'avortement. Et elle dit d'ailleurs, Nous allons peindre. ce qui, bien entendu, montre qu'elle s'associe au processus créatif. Cette représentation de l'avortement, ce n'est pas seulement l'idée de faire un travail de mémoire pour montrer le sort des femmes qui doivent gérer seules ce que les hommes sont ravis de pouvoir ignorer, c'est aussi un travail de consolation. Et ça, Céline Sciamma emploie ce terme dans les entretiens à propos du film pour montrer que représenter, c'est aussi regarder et être avec quelqu'un pour l'accompagner dans sa peine. Vous dites surtout que de temps en temps, je serai consolée. Quand Marianne remet en place la clandestinité du portrait pour pouvoir retrouver cette fébrilité du regard, elle va être accompagnée par Héloïse par rapport à ça. On se réapproprie le tableau qui doit être envoyé au futur mari parce que le tableau sera chargé d'une véritable émotion et d'une complicité entre les deux. Mais on va aller plus loin parce que quand ce tableau est envoyé, que fait Marianne? Elle va faire une miniature, un portrait à sa destination. D'où la remarque d'Héloïse. À présent, vous pouvez reproduire cette image à l'infini. Et elle va donc lui demander un portrait d'elle. Les femmes vont avoir leur propre œuvre à leur destination intime. D'où cette très belle image finale où Héloïse allongée contient devant son sexe un miroir qui reflète Marianne en train de se peindre pour elle. On ne peut pas imaginer plus bel échange et qui vient abolir tout ce qui avait été évoqué au départ sur soit le secret et le mensonge, soit le rapport hiérarchique entre la peintre et la noble qui est peinte. Cette émancipation et cette utopie n'empêchent pas la lucidité par rapport au réel. Le retour du réel, on l'a vu, est violent et passe par des motifs assez cruels. On le voit notamment dans la scène où Marianne lève les yeux et voit ce portrait qui vient lui rappeler que le futur d'Héloïse, c'est évidemment d'être une épouse, et auquel répondra cette scène symboliquement très forte où on va clouer le portrait à l'intérieur de cette boîte qui a l'air vraiment d'être les clous mis dans le cercueil de cette jeunesse qu'elle avait pu avoir et vivre de manière extrêmement intense mais très brève. Céline Sciamma le disait, elle veut raconter le présent d'un amour mais aussi le passé d'un amour. Quand elle dit « J'ai un nouveau sentiment, le regret. » Et quelle est la réponse? Ne regrettez pas, souvenez-vous. Et on revient à cette question du mythe d'Orphée, puisqu'il y avait ce fameux choix du poète, et la dernière phrase que va lui dire Héloïse lorsqu'elle est en train de fuir,
et qui est une espèce de redite de leur première rencontre. Désormais, c'est Marianne qui est de dos en train de descendre l'escalier et de s'en aller. Elle lui dit « Retourne-toi !» qui est exactement la phrase qu'elle suppose qu'Eurydice aurait dit à Orphée. Peut-être que c'est elle qui lui a dit « Retourne-toi !» La question du souvenir va permettre de faire de ces femmes des créatrices qui vont prendre l'art comme un instrument de mémoire, avec une variation sur le fameux « Je me souviens » de Georges Perec, qui cette fois est fait au futur. Et il y a quelque chose de très poignant où on est encore ensemble, mais on est en train d'écrire ce qui deviendra des souvenirs. Je me souviendrai de la première fois où vous avez ri. On écrit à l'avance la mémoire pour la garder la plus intensément en soi pour les années à venir. Le futur des deux femmes va donc procéder par signes qui sont véhiculés par les œuvres d'art. Le tableau qui expose dans l'épilogue Marianne, et qu'elle signe donc sous le nom de son père, représente Orphée, et si vous regardez en détail, Eurydice a la robe blanche qui correspond à la dernière vision et aux apparitions qu'avait eues d'Héloïse Marianne, et la tunique bleue que porte Orphée est celle aussi de sa robe bleue à elle. Donc on reproduit ce couple à l'intérieur même du tableau. Et évidemment, le tableau qu'elle va voir ensuite, avec cette fameuse page 28, est aussi un signe envoyé aux élus, aux happy few, à ceux qui savent. Bien entendu, la scène finale, avec la musique de Vivaldi, va être l'apogée de cette capacité qu'a l'art à faire revivre nos émotions. Un moment très beau où cette fois Marianne est en posture de spectatrice, elle regarde cette femme qui ne sait pas qu'elle est vue par elle, elle ne m'a pas vue, mais elle va la voir vivre et revivre toute l'émotion qu'elle a pu connaître à travers leur histoire. Un moment d'ailleurs qui fonctionne comme un tableau vivant. C'est très clairement là le cinéma qui reprend ses droits par rapport à la fixité de la peinture. Vous avez un très lent travelling et une femme qui va passer par tout le panel des émotions alors que la musique tonitruante va venir accompagner ce qu'elle ressent. Donc on voit dans ce plan final le cinéma relais de la peinture qui va véhiculer toutes les émotions possibles. Il y a un élément qui est très important aussi, c'est que Céline Sciamma explique pourquoi le choix de cette musique. Elle dit oui, j'ai bien conscience que c'est une musique qui est absolument connue par tout le monde et qui fait plutôt office de ligne d'attente à la sécurité sociale que de musique classique. Mais elle explique, et c'est très important, qu'elle voulait un tube. Elle voulait quelque chose qui soit connu par tous. Parce qu'elle explique à la fin, elle le dit, qu'elle veut donner de la place aux spectateurs. On connaît cette musique et elle dit qu'elle veut lui laisser sa place et qu'elle pense que beaucoup de spectateurs penseront à leur propre histoire avec ce plan final et que l'émotion, elle ne sera pas seulement pour ce que vit Marianne et Héloïse à l'écran, elle sera aussi par rapport à ce que nous ressentons. Donc la boucle est bouclée, cette histoire de l'art du XVIIIe siècle arrive jusqu'aux spectateurs du XXIe et montre la profonde foi que Céline Sciamma a dans cette expression-là, parler aux autres sous la contrainte, les émanciper et parler à travers, en réalité, toutes les époques. L'universalité de ce morceau de musique et le panel des émotions vécues par Héloïse, regardées par Marianne, qui est évidemment une figure du spectateur, achève le projet de Céline Sciamma, à savoir montrer que l'art va transformer notre passé en souvenir et il va réussir à formuler ce qui est toujours présent en nous et que nous pouvons retrouver avec autant de souffrance que de délectation. C'est joyeux? Ce n'est pas joyeux, mais c'est vivant.